Alors aujourd'hui, je suis vraiment désolé, mais on tourne en extérieur, il y a plein de bruit. Désolé. Hello there. Oh merde. Messieurs, dames, bonjour, bonsoir à tous. C'est Adrien du French Grenier. Comme d'habitude, vous pensiez que je pouvais pas faire plus d'un que d'habitude? Je peux toujours. Qu'est-ce qui est vert et très mauvais pour les dents? À la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour plein de très grandes puissances, le missile c'était encore un concept assez vague. Et c'est pas les V1 et V2 allemands qui vraiment ont changé quoi que ce soit à l'issue du conflit. Pire encore que ça, le missile sol-air, parce que jusqu'à maintenant, V1, V2, c'est des missiles sol-sol, c'est des missiles balistiques. Seulement voilà, maintenant l'URSS a l'expérience de la défaite allemande en tête, et elle sait que ce qui fait le plus de mal au pays, mais c'est pas les capitalistes, c'est les avions. C'est sûr que quand tu vois la gueule d'un B-52 et des 7 tonnes de pure violence qui peut te parachuter à la tronche, ah, y a de quoi faire dans son froc. En plus de ça, le premier vrai sol-air de l'histoire, c'est un états-unien, c'est le Mi-M3. Et ça emmerde un peu les Russes de pas pouvoir faire jeu égal avec les bouffeurs de Cheetos là. C'est ainsi qu'en 1955 naît le premier missile sol-air russe. Le S-25 ou SA-1 Guild. Ah oui, truc important, SA, c'est une dénomination OTAN. Les Américains savaient pas forcément comment s'appelaient les engins soviétiques au moment de leur sortie, et même quand ils le savaient, c'était pas toujours très pratique d'utiliser la dénomination russe. Donc ils leur donnaient des sobriquets, et en l'occurrence SA. Alors bon, comme c'est pas ma spécialité du tout, on va passer un peu rapidement sur ceux qui ont suivi. Les S-75 Divna ou SA-2, les S-125 ou SA-3, les 2K11 ou SA-4, et les monstrueux S-200 ou SA-5, et on en arrive rapidement à celui-là. En 1967, deux problèmes ont émergé pour les soviétiques. D'une part, la guerre électronique, et d'autre part, des nouveaux aéronefs qui volent toujours plus bas pour aller endoffer des tanks sur le champ de bataille sans pouvoir être touchés. Et ça les pousse à développer un nouveau système, le 2K12, dit KUB. Cube. Oui, cube. Comme le bouillon. Sauf que ça se dissout moyennement dans l'eau, quoi. Le SA-6, comme vont l'appeler les Américains, en fait, c'est pas un missile, c'est tout un système d'armes. Je vais vous expliquer. En fait, la batterie comprend plusieurs trucs. Déjà, un radar. Le radar est monté sur un châssis GM368 et il sert, à surveiller les alentours. Que ça ? Non, pas tout à fait que ça, hein.
Il sert à surveiller effectivement, mais il sert surtout à identifier si le truc qu'il est en train de pinguer Ping! est réellement un ennemi, et pas juste un copain qui se balade. Et si, ma foi, c'est réellement un empaffé en plein rodéo illégal, ça va aussi servir à guider le missile directement dans sa gueule. Donc vous avez déjà le radar. Ensuite vous avez 4 lanceurs de P-25, dotés chacun de 3 missiles, comme ça, et dont le seul but, c'est de servir de rampe, pour éviter que, déjà qu'on ait à mettre les missiles tout droit, ce qui est très difficile si c'est pas impossible vu l'architecture de ce truc. Et ensuite, simplement, voilà, on va pouvoir les transporter facilement. Et enfin, en plus du radar et du lanceur, je peux vous garantir que ça se pousse pas juste avec les pieds, hein. Et donc, on a 4 camions grues ZIL 131 qui servent tout simplement à lever le merdier et à le positionner sur les lanceurs. Bon, et si on tirait un petit peu? Hein? Ouais. Alors, attendez. Alors le missile, celui-là, son vrai nom c'est pas le SA-6, c'est même pas le KUB, son vrai nom c'est le 3M9. Alors je vais continuer à l'appeler SA-6 par praticité et parce que c'est relativement sexy quand même comme nom, mais vous saurez, son vrai nom c'est le 3M9. Ce missile est radiocommandé avec guidage terminal semi-actif. Oula, ça fait beaucoup de mots d'un coup. Vous allez voir, c'est tout con. Et pour vous expliquer, je vais vous sortir un truc de dingue. Du coup, vous vous demandez certainement comment je vais faire, hein? Vais-je démonter tout le bordel? Non, chers téléspectateurs, non. Car j'ai un truc encore plus rare que le missile didactique. Et celui-là, regardez-le bien, parce qu'à ma connaissance, il n'y en a que 2 au monde. Vous voyez cette espèce de grosse assiette à spaghetti là-dedans, là? Quand le gros radar de batterie va trouver un avion, il va l'illuminer. C'est-à-dire, il va envoyer un faisceau dessus qui va servir à guider le missile jusqu'à ses coordonnées plus ou moins exactes. Seulement voilà, c'est d'une précision toute relative, sachant que le radar peut détecter entre 28 et 75 km. Il y a moyen de mettre un coup dans l'eau, hein. Et un coup dans l'eau avec ça, c'est très moyen. Chérie, ma petite vodka en sucre, je t'ai fait ton plat préféré. Дорогие друзья. Du coup, en fin de course, c'est le radar qui va s'orienter tout seul. Ce petit radar là va se calquer sur le plus gros ping disponible aux alentours, et donc il y a de fortes chances que ce soit l'avion qui était visé à la base. Et grâce au gyroscope, le missile va s'aligner et boum badaboum, feu d'artifice. Le vrai avantage du SA-6, c'est qu'il a une plage d'efficacité énorme. Il fait 5,80 m pour 600 kg de bonne viande. Il atteint 2,8 fois la vitesse du son, c'est-à-dire amplement suffisant pour rattraper n'importe quel connard à arrêt-balle. Sa portée pratique, en gros, c'est de 3 à 28 km, ce qui est déjà bien. Mais c'est pas là que réside sa force. Non, sa force, c'est que déjà il a un plafond de 20 000 mètres. Il y a très peu d'appareils qui peuvent lui échapper à l'époque. Un seul américain pour être exact. Et son domaine de vol, c'est-à-dire l'amplitude d'altitude qu'il peut atteindre dans des conditions parfaites, va de 50 mètres
à 14 km. En somme, il n'y a pas trop moyen d'être hors de portée. La charge maintenant. La charge, elle est où? Allez, devinez. Elle est où? Sous mon cul. C'est pas du tout au bout dans le nez, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ça, c'est une idée reçue qui est due aux obus, qui effectivement portaient la charge dans le nez, puisqu'il y avait que ça qui partait. Seulement, on l'a déjà vu, dans le nez, il y a beaucoup de trucs. Il y a le radar, il y a le gyroscope, il y a toutes les cartes de vol, il y a le cerveau, quoi. Et tout ça, ça prend beaucoup de place. Donc le gros point dans ta face, c'est l'étage de derrière. C'est là. Ça vous dit rien, ça? Mais c'est une grenade. C'est une très très grosse grenade. Mais c'est une grenade. 80 kg en tout, 59 kg de matière active. Et comme vous pouvez le voir, c'est strié. Parce qu'en fait, c'est une gigantesque grenade à fragmentation. C'est un missile à fragmentation. Bah oui, parce que sans grande contrainte, une explosion, tu risquerais juste de lui griller les patounes à l'avion, quoi. Au pire, gros mal de tête pour le pilote. Seulement, si t'es pas assez proche, l'onde de surpression, elle va pas être mortelle. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle va pas déglinguer l'appareil au point de plus pouvoir le faire voler. Alors que ça, là, il y a 21 kg de fonte qui vont arriver dans la gueule à 1500 mètres secondes. Vous avez déjà vu une passoire qui vole ? Vous avez saisi l'idée. Mais alors, comment ça explose ? Comment ce très gros bébé là, il sait quand il faut faire du pâté de campagne avec tout ce qu'il y a autour ? Vous avez deux systèmes qui cohabitent, qui peuvent cohabiter. Déjà, ce truc bleu là que vous voyez, alors vous en voyez un là, mais il y en a tout le tour, c'est un capteur de proximité, et c'est un capteur de proximité magnétique. En gros, c'est un câble qui crée un champ magnétique autour du missile, et si par hasard ce champ est perturbé ou rompu par un très gros capitaliste volant, c'est le boom. Défenestration de Ractom. Je peux pas vous les montrer en détail là tout de suite, mais donnez-moi 5 minutes, je vous le montre sur un autre. Ensuite, vous avez la possibilité d'installer dans le nez, cette fois ça se passe réellement dans le nez, un contacteur, une fusée de contact. C'est une très grande barre qui va se déformer ou pas. Dans l'idéal, c'est mieux que pas, parce que si elle se déforme, elle explose. Et c'est un truc aussi con que votre bouton pour allumer la lumière, en fait. Passons rapidement sur les étages arrière. Pour ce qui est des fusées, je vous renvoie chez Astronogeek, il saura vous dire beaucoup mieux que moi. En gros, vous avez un moteur au carburant solide qui lui donne la majorité de sa portée par rapport à la concurrence. On pourrait dire une sorte de booster. Et ensuite, c'est un stato-réacteur tout bête qui prend le relais. Le délai de mise en batterie moyen pour l'ensemble de la circonvolution du bordel, là, c'était environ 5 minutes. 10 minutes pour recharger les 3 missiles de chaque lanceur et 20 à 22 secondes entre la détection et le tir du missile. C'est pas le top du top, mais c'était à peu près correct pour l'époque. Je passe aussi sur le radar en lui-même parce que, sincèrement, j'y connais rien en radar. Autant pas vous raconter de conneries, hein. Entre 72 et 76, les Russes vont améliorer le cube. Et ça deviendra notamment la variante M1, qui a une portée accrue et une résistance au brouillage un peu améliorée, et la variante M3, qui a un missile plus rapide et surtout qui est capable de manœuvrer à 8G sans s'auto-démonter, vous voyez. La dernière variante, ce sera le M4, et ça introduira notamment le TELAR, T-E-L-A-R, qui sera réutilisé après. Ça, c'est un porteur de rampe qui lui-même est doté d'un radar. Alors, moins puissant que le radar principal de la batterie, on est d'accord, mais ça permet quand même de tirer et guider sur un seul ensemble en cas vraiment d'urgence. Le système vivra jusqu'en 1985, date à laquelle, accrochez-vous bien, le cube KUB deviendra le BUK, BUK. Ouais, imagination sur 20, ouais. Grâce à ce nouveau système, le BUK, on pourra emporter plus de missiles par rampe de lancement. Et en plus, ça deviendra les 9 M317 qui, eux, pourront être utilisés comme missiles balistiques et plus seulement comme sol-air. D'ailleurs, c'est la transition entre le système Cube et le système BUK qui donnera le 9K37. Et le 9K37, c'est le fameux SA-11. Alors, après le SA-6 et ses dérivés, c'est-à-dire à partir du SA-7, les sol-air soviétiques vont devenir nettement plus petits. Et par exemple, le SA-7, c'est un missile portatif. Il fait à peine plus de 15 kg avec son lanceur. C'est une espèce de très gros bazooka, si vous voulez. Un de ceux qui suivront, c'est le SA-8. Et pourquoi est-ce que je vous parle du SA-8 en particulier ? Parce que j'en ai un.
son vrai nom, le 9K33 puis le 9M33, c'est un missile nettement plus petit que celui que je viens de vous montrer. Pour les versions initiales du 9K33, les portées d'engagement sont comprises entre 2 et 9 km et les altitudes entre 50 et 5000 mètres. C'est nettement moins. Ceci étant, faut pas croire, hein, ils ont beau être petits, ils ont été très rapidement très performants. Et par exemple, la deuxième variante, donc le M2, a augmenté la portée jusqu'à 10 km. Et autant son altitude maximale était toujours de 5000 mètres, autant son altitude minimale était réduite à 25 mètres. Donc plus agile aussi. Le 9M33 M3, c'est-à-dire la dernière variante, c'est celui-là. Lui, il va augmenter les portées jusqu'à 13 km. Alors pourquoi 13 km ? Parce que c'est la portée max du radar. Comme je vous l'ai dit, les télars ont été mis en place à ce moment-là. Et le problème, c'est que même si c'est très pratique d'avoir un radar intégré au lanceur, eh ben, il est moins puissant qu'un radar qui serait vraiment dédié. Le missile, lui, il peut aller jusqu'à 15 km. Le problème, c'est qu'à 15 km, le radar télar, il suit plus. Donc ce M3 fait 170 kg. C'est le plus lourd des trois variantes, forcément. Le premier faisait 126 kg de mémoire. Et il fait 3,14 m de long. C'est très raisonnable par rapport au SA6. Hein. Disons que celui-là, là, on le porte à 2. Sur roulante d'une main. L'autre, on le porte pas à 10. Bon, à 10 peut-être que si. Mais faut pas dégringaler quoi. Hein. Ces missiles-là, exactement comme les autres, sont radiocommandés. Mais sur celui-ci, il y a un petit système de secours qui est rigolo, qui est contenu là-dedans. C'est un système de reconnaissance optique. C'est-à-dire qu'il va pouvoir tout simplement détecter une forte luminosité qui va correspondre au réacteur d'un avion et il va se calquer dessus. Et ça, c'est très utile en cas de brouillage parce que tu peux pas brouiller la lumière a priori. Bah, maintenant je sais pas, mais à l'époque tu pouvais pas. C'est un système qui était déjà utilisé sur le SA5, le monstre. Sauf que sur le SA5, ça fait 250 kg le système. Rien que le système. Comme vous pouvez le voir, à l'arrière, eh bien, les ailerons sont fixes. Ça c'est juste les empennages tout bêtes quoi. De ce côté-là, en revanche, c'est nettement plus intéressant. Ceux-là, ils peuvent bouger. Alors, je peux pas le faire parce que le servomoteur est complètement grippé. Mais ceux-là, ils peuvent s'incliner et donc orienter le missile. Ah bah j'ai rien dit, ils viennent de se déverrouiller, c'est con. C'est pas un missile extrêmement agile en vol, le SA-8. Mais c'est un missile, déjà, pas cher, pratique, facile d'un point de vue logistique. Et surtout, c'est un missile putain de rapide. Sur les premières variantes, il pouvait monter à Mach 2,4. Et celle-ci, elle peut monter à Mach 3. Il y a vraiment pas beaucoup d'avions à l'époque qui pouvaient leur tirer la bourre à ceux-là. Hein. Et celui-là alors, comment est-ce qu'il explose? Hein? Comment il explose? Eh bien, les trois variantes du SA-8 possèdent deux systèmes d'allumage. Le premier, je vous en ai déjà parlé pour le SA-6, mais dans celui-ci, il y est toujours, donc vous allez pouvoir le voir. C'est une fusée de contact qui est là. C'est une grande barre qui va jusqu'au bout, jusqu'au nez, et si par hasard elle est déformée, boum! Terminado, finito, c'était caché. Le deuxième système, et cette fois je vais pouvoir vous le montrer, il est là-dedans. Ils sont en fait logés dans les deux grandes bandes vertes qui sont là et sous les deux grandes bandes grises qui sont là. Ce sont tout simplement des fils, si vous voulez, qui émettent un champ magnétique. Si le champ magnétique est déformé ou rompu par la présence d'un très gros oiseau de métal, eh ben, cadaboum, terminé, c'était caché. Concernant celui-ci, jusqu'à 1985, il sera construit à peu près 500 rampes de lancement et environ 10 000 missiles. D'ailleurs, détail amusant, certains seront livrés à l'export sous le surnom Kvadrat à une chier de pays, dont certains qui sont quand même relativement proches de nous, hein. La Finlande en a eu. Autre détail assez marrant, ils sont toujours utilisés par les Russes, mais comme site d'entraînement. C'est-à-dire on les fait voler puis on tire dessus, quoi. Dommage. Mais ça fait que le couple Cube-Buc, c'est très probablement le missile sol-air avec la plus longue longévité de sa catégorie. Fort craint par beaucoup de pilotes à l'époque, évidemment il est dépassé de nos jours. Mais je trouve quand même que ça reste un excellent témoignage, et un très beau témoignage d'ailleurs, de ce qu'on pouvait faire en URSS avec à peine plus que sa bite et son couteau, quoi. Bon, et les accessoires, vous allez me dire, parce que croyez-le ou pas, ce truc en a, et vous savez que j'adore les accessoires. Premier accessoire absolument indispensable, la caisse. La caisse de transport, ces caisses de transport sont en fibre, multicouche, puis plastique à l'intérieur. Je suis pas tout à fait certain, mais j'aurais presque tendance à dire que c'est par balle ces trucs. Comme vous pouvez le voir, elles sont fermées par un assez grand nombre de crochets, 30 pour être exact. Et ça s'ouvre comme ça. C'est très chiant, pour ne rien vous cacher. Quand vous en avez 30 à faire, c'est très très chiant.
Ces caisses sont étanches et surtout elles sont pressurisées. Vous voyez ici la grosse valve de pressurisation, il y a la même de l'autre côté. Elles font 400 kg, ce qui est plutôt mathématiquement sympathique parce que quand on sait que le missile fait 600 kg, et ben ça porte le tout à 1 tonne. 1 tonne tout pile, c'est pratique. Sur chacun des caissons, il y a cette boîte là qui est vissée dedans. Et ces boîtes, ça contient tout simplement la documentation officielle du missile. Le pédigré quoi, le mode d'emploi, qui sait. Alors, étape 1, diriger le bout pointu vers les méchants. Ces caissons et leurs missiles avaient chacun un chariot de transport dédié, un truc un peu long sur 4 roues, tout ça. Ça permettait évidemment de les transporter sans machine, mais pour celui du missile, ça servait aussi à le faire tourner sur lui-même, et notamment pour installer les ailerons avant le vol. Autre accessoire très important, bien entendu, si ce n'est essentiel, ils sont contenus dans ces pochettes qui sont elles-mêmes contenues dans le caisson de transport du missile. Sur le SA6, je ne vous ai montré que 2 ailerons, mais en réalité, il y en a 8. Alors, à l'avant, vous avez 4 ailerons comme ça. Alors, vous inquiétez pas, il est tout blanc, c'est normal, c'est de la graisse de protection. Ce sont des ailerons fixes qui sont montés à l'avant sur un petit contacteur, si vous voulez, un bouton pression, on pourrait dire. Et ça l'empêche de voler s'il n'a pas ses ailerons. Ce qui est plutôt logique. Donc ça c'est pour les ailerons avant. Quant aux ailerons arrière, ils sont un peu différents. Ils sont contenus dans une pochette qui elle-même est un petit peu différente, vous voyez. Pour la bonne raison que les ailerons arrière, c'est ceux qui sont articulés. Et vous voyez, ça bouge. Bah oui, fatalement, ce sont les ailerons de direction. Donc eux, ils sont montés exactement de la même manière, si vous voulez. Et en plus, par-dessus, il y a des petits accessoires qui se montent. Là, pour ne rien vous cacher, j'ai un manque. J'ai un manque à ma culture, je ne sais plus à quoi servent les accessoires. Il y a peut-être un accéléromètre, un anémomètre, je sais pas, je crois que ce sont des capteurs qui se montent là. Ce sont des espèces de petites fusées, de petits godemichés, là, comme ça. Voilà, donc c'est super, sublime, magnifique. Voilà, je pense que je vais m'en garder un et que je vais le mettre dans mon bureau. Et donc vous voyez, dans chaque pochette de ce style-là, il y a les 4. Voilà, là il y en a 3 qui sont emballés et celui que je viens de vous montrer. Et dernier détail, ils sont numérotés au même numéro de série que le missile. Pendant qu'on en est à parler des ailerons et donc des gouvernes, j'ai juste profité de l'avoir sorti pour monter l'aileron directeur, enfin juste le poser dedans, vous voyez. Donc ça, vous voyez, c'est la partie mobile, et ici vous avez l'axe qui va venir se poser sur le missile. Vous voyez ici qu'il est dans son jus, il est plein de graisse, donc il est plutôt dans sa graisse que dans son jus. Vous voyez ici, il y a une petite partie qui est retenue par une ficelle pour éviter qu'elle se taille, et c'est une partie qui est plus ou moins mobile. Alors là, je peux pas le faire, mais en gros, elle bouge comme ça. Et donc, elle va faire bouger le volet comme ça. Cette petite tringle qui est là, et il y en a sur chacun des ailerons, est reliée ici, dans ce corps-là, à une immense tringle qui va jusqu'au servomoteur à l'avant. Et c'est comme ça que le cerveau qui est tout devant communique avec les ailerons qui sont tout derrière. Alors, en termes d'accessoires, j'ai aussi ça. Et ça, je ne suis pas tout à fait sûr de ce que c'est. Pour ne rien vous cacher, ce sont des petits capuchons. J'ai aucune foutre couille d'idée d'à quoi ça sert. Je sais pas. C'est peut-être là-dedans. Il y a des chances qu'il y ait quelque chose qui, je sais pas, qui nécessite une étanchéité, mais là, je ne sais pas ce que c'est, mais très belle boîte en bakélite. Et dernier truc rigolo, comme toute bonne boîte, le sac anti-humidité, sauf que celui-là, il est aussi gros que la boîte. Comme vous pouvez le voir, d'ailleurs, celui-là, il a pris cher. Glou, 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 glou. Voilà, écoutez, ça a été un grand plaisir de vous montrer cette énorme bestiole. Je vous remercie tous, ainsi que le colonel Jean-Pierre Petit pour la documentation qu'il a bien voulu écrire sur le sujet et qui m'a énormément servi pour cet épisode. Buvez de l'eau, mangez des légumes, mais attention, c'est pas parce que c'est vert que c'est bon pour la santé. Ciao! À la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour plein de grandes puissances, le missile, c'était encore un... Mais oui, ouf. Toujours plus bas, pour aller endoffer des tanks sur le champ de bataille. Putain, nique ta merde. Sérieusement, moyen de mettre un coup dans l'eau, et un coup dans l'eau avec un truc comme ça... Ce nouveau système BUC permettra d'augmenter l'emport de missiles par lanceur. Ça deviendra aussi les 9M310.
putain d'avion de merde. D'ailleurs, certains seront livrés à l'export sous la dénomination Quadrat. Ah putain, c'est difficile à dire. Ah. D'ailleurs, détail amusant. Putain, vent. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Oh, fais chier. She's just the way